Vous êtes sur Écosciences, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on parle de mathématiques, plus précisément de la modélisation mathématique avec le professeur Armel Ondami Ovono. Bonjour professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, bienvenue, nous sommes à l'émission Écosciences. On va parler de la modélisation mathématique. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre chroniqueuse qui est là pour nous faire le clin d'œil de Écosciences. Mademoiselle Boumbo-Lorraine, comment allez-vous? Alors, vous avez bien passé votre semaine, c'est ça? Évidemment. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui des virus. C'est bien ça. Cela? D'accord. Alors, comme vous le savez, les mathématiques sont une science fondamentale et donc appliquée dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous parlons, comme je le disais, de modélisation mathématique. Nous sommes assistés, je le disais tout à l'heure, avec le professeur Armel Ondami, qui est professeur, maître conférencier maître de conférence au CAMES et enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Libreville. Intervient également à l'Université des sciences techniques de Massoukou. Alors, il a obtenu déjà sa licence et sa maîtrise à l'Université des sciences techniques de Massoukou en mathématiques et a achevé son parcours avec un doctorat à l'Université de Poitiers en France. Alors aujourd'hui, nous le recevons en tant que spécialiste des équations dérivées partielles et nous parlerons exclusivement de ses travaux de recherche, mais aussi et beaucoup plus de la modélisation mathématique. Alors professeur, je me retourne à vous. La modélisation mathématique, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais commencer par remercier Radio Gabon pour l'opportunité qu'elle nous donne, chercheurs et enseignants-chercheurs, de pouvoir nous exprimer sur des thématiques qui sont nos thématiques et qui intéressent maintenant un plus grand nombre. Alors, si on me demandait de définir de manière extrêmement simple ce que c'est que la modélisation mathématique, je dirais que c'est la transformation d'un problème concret en une équation. Donc, c'est la mise en équation de nombreux phénomènes qui peuvent nous intéresser dans divers domaines scientifiques et même qui va un peu plus loin dans les sciences appliquées et même dans les sciences humaines. Alors, dans les sciences appliquées et même dans les sciences humaines. Bon, on va d'abord rester dans les sciences appliquées. C'est vrai qu'on pourra faire un pan sur les sciences humaines et sociales. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, la modélisation mathématique est appliquée dans plusieurs domaines. Restons par exemple dans le domaine médical, dans le domaine de la médecine. Si on veut par exemple étudier l'évolution ou la propagation d'une maladie, est-ce que dans ce cas de figure, on peut utiliser une modélisation mathématique? Oui, en effet, et d'ailleurs ça a été l'objet de grandes recherches lorsqu'on a eu l'épidémie par le Covid. Il s'agissait de savoir comment est-ce qu'on pouvait arriver à éradiquer ou on peut dire à contenir par exemple les flux de population, les propagations de l'épidémie. Et pour cela, on utilise des modèles mathématiques qui sont assez bien connus, quand je dis assez bien connus dans le sens du point de vue mathématique, mais qui sont très peu connus lorsque l'on regarde ce qui est applicatif. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un pan entre les équations que nous utilisons tous les jours et ce qui se fait dans les laboratoires et bien évidemment lorsqu'on l'a relevé pour des problèmes de transmission d'épidémie. D'accord. Pour les transmissions d'épidémie. Et donc nous comprenons que c'est vraiment un grand apport aujourd'hui dans le domaine médical. Et il y a vraiment une collaboration, j'imagine, qui se fait entre les mathématiciens et les médecins et les statisticiens. Mais en dehors, par exemple, du domaine de la médecine, dans le domaine de la physique, par exemple, quels sont, selon vous, les phénomènes qui font appel de manière constante à la modélisation mathématique, par exemple? Alors, vous avez de très bons exemples. Puisque nous sommes un pays producteur de pétrole, vous avez par exemple de très bons exemples dans le domaine du pétrole. Alors, vous savez bien que lorsque des fluides s'écoulent, on le connaît très bien sous le nom des équations de Navier-Stokes, qui sont des équations qui modélisent par exemple les écoulements de fluides dans des particules, ou dans des pipelines, ou dans des réservoirs. Et ça, par exemple, c'est un bon exemple pour pouvoir montrer comment les mathématiques vont interagir dans des disciplines comme la physique, par exemple. On a encore d'autres exemples. On a des modèles de transition de phase dont je suis un très bon spécialiste. Et ces modèles de transition de phase, c'est par exemple des équations qui modélisent le changement d'état. Par exemple, lorsqu'on passe de l'état liquide à solide.
Alors on voit bien que lorsqu'on change, on passe l'état liquide à solide, on a ce qu'on appelle une transition de phase. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Vous ne voyez peut-être pas, mais dans le domaine par exemple de la métallurgie, lorsqu'on veut regarder des températures ou des points de fatigue, ce qu'on appelle des points de fatigue, c'est-à-dire des points de rupture de certains matériaux. D'accord. Alors, on voit bien que d'entrée de jeu, on a l'impression que lorsqu'on parle de modélisation mathématique, ça a l'air abstrait. Et justement, si on a choisi ce thème, c'est pour montrer qu'en fait, il y a cette application qui est concrète et qui peut faire comprendre aux auditeurs qu'aujourd'hui, la question de la modélisation mathématique est pour rendre beaucoup plus concret tous ces problèmes et trouver des solutions sur tous ces problèmes qui semblent être complexes au départ et qu'il y a une facilité qui est un instrument dont on parle de modélisation mathématique. Alors, effectivement, on a touché le domaine de la médecine, le domaine de la physique. Eh bien, si on parlait par exemple d'autres domaines comme les sciences humaines et sociales, par exemple, vous l'avez dit qu'on applique ce concept dans tous les domaines. Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple des domaines des sciences humaines et sociales? Alors, il y a par exemple, pour regarder les choses un peu de manière assez précise, alors je vais vous prendre un exemple d'équations qu'on appelle des problèmes de panique, contrôle et réaction. En fait, ce sont des problèmes qui surviennent lorsque vous êtes par exemple dans un stade et puis on donne l'alerte dans le stade. Vous voyez qu'il y a des mouvements de foule, de panique, on dit de panique. Et par exemple en mathématiques, ce genre d'équation peut vous dire comment est-ce que il faut donner l'alerte et comment est-ce que, si vous avez remarqué dans les stades, on va vous dire dirigez-vous vers telle aile en marchant avec telle vitesse ou bien en vous déplaçant de la façon extrêmement précise suivante pour qu'on ait moins de phénomènes de personnes écrasées. C'est vraiment des problèmes de panique, contrôle et qui justement ont des applications en sciences sociales. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre quelle va être la psychologie des gens ou quelle va être la façon de réagir des personnes lorsque, par exemple, elles ont été formées avant ou lorsqu'elles n'ont pas été formées et que le phénomène survient. Alors, ce genre de petit modèle-là est fait, il est étudié et est mis sous forme d'équation pour pouvoir donner des alertes et pour pouvoir dire comment on réagit. Et il y a eu un très bon exemple au Japon dans le phénomène maintenant de tsunami ou de catastrophe ou de séisme maintenant. C'est-à-dire que la population est beaucoup plus éduquée, mais elle est éduquée sur des modèles mathématiques à la façon dont elle doit réagir lorsqu'il y a un phénomène, par exemple un séisme ou une catastrophe beaucoup plus grande. Alors, vous venez de dire quelque chose de très important, très intéressant d'ailleurs. Vous dites qu'au Japon, les populations sont éduquées sur des phénomènes de modélisation mathématique. Alors, nous sommes africains. Si on parlait de l'Afrique, si on parlait du Gabon, est-ce qu'aujourd'hui, les catastrophes, personne n'est à l'abri? D'accord? Et si aujourd'hui, un phénomène similaire arrivait, on ne le souhaite pas, est-ce que concrètement ce concept de modélisation mathématique est capable de résoudre, du moins partiellement, ou d'apporter des solutions à Libreville, au Gabon? Est-ce qu'on peut, à partir de ce modèle-là, trouver des solutions ou éviter les catastrophes, par exemple? D'accord, bon, moi je ne suis pas un féru des catastrophes lorsque je parle du Gabon, heureusement d'ailleurs, mais ce que je veux dire c'est que ce qui se passerait par exemple, les domaines pour lesquels la modélisation mathématique serait très très intéressante, de mon point de vue, c'est lorsque par exemple on essaie de regarder certains phénomènes, par exemple de propagation d'épidémies comme on a eu lors de la période du Covid. Ça pourrait être un bel exemple pour pouvoir vraiment introduire la modélisation mathématique, c'est-à-dire dire à la population que lorsque l'on va simuler des pandémies, c'est ce qu'on appelle simuler des pandémies ou des épidémies, en disant à la population, lorsque l'on a eu un certain type d'épidémie, voilà comment on doit se comporter. Se comporter, ça veut dire que voilà comment on doit se déplacer, voilà comment on doit communiquer, voilà comment on doit se comporter pour que l'épidémie soit contenue au bout d'un certain nombre de temps. Et dedans, on peut même ajouter des paramètres. Les paramètres, ça va être, tout le monde sait qu'il y a des paramètres de vaccination, etc., ou de traitement, mais ces phénomènes-là, ces paramètres-là sont intégrés lors des modélisations mathématiques. D'accord. Et est-ce que, selon vous, en fait, c'est vrai que vous n'êtes pas du domaine, est-ce qu'on peut faire un lien entre les problèmes sociétaux, les phénomènes de société que vous évoquez sur le comportement que pourrait avoir la masse populaire lors des tragédies ou lors des situations assez complexes et particulières? Est-ce qu'il y a ce lien-là avec les mathématiciens? Qui doit inculquer la notion de ces comportements-là? Ce sont les mathématiciens en amont ou bien les mathématiciens vont travailler avec les dirigeants pour instruire cette culture
de comportement, par exemple, dans les cas spécifiques? Alors, donc, il faut dire que le problème de modélisation mathématique, c'est un problème qui est unidirectionnel. En fait, il faut comprendre, c'est que pour faire de la modélisation, il faut avoir un problème qui se pose. Par exemple, on dit on a un phénomène d'embouteillage, pour prendre un cas concret. Maintenant, on remarque qu'à partir de 16h, 17h, on a souvent un flux important de véhicules qui arrivent, des gros embouteillages. Alors, ça fait perdre de l'argent, pour ceux qui, ça fait perdre du temps. Et pour l'économie, c'est pas un bon. Ça fait perdre de l'énergie. Voilà, ça fait perdre de l'énergie aussi. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà de commencer à avoir des données. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer à les collecter, parce que la discipline de modélisation mathématique devient très importante, devient très claire et vraiment une véritable aide à la décision lorsque les données sont très significatives. Significatives au sens de données qui vont être très représentatives de ce qui se passe réellement. Alors, donc, il faut collecter les données. Quand on collecte les données, on peut faire un modèle mathématique. Et quand on fait un modèle mathématique, on peut le rendre robuste. Robuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une équation et on se rend compte que l'équation n'est pas très proche de ce qu'on sait en réalité, on corrige l'équation. Et on la corrige avec les données réelles. Un exemple, si on se rend compte qu'avec notre modèle mathématique, avec tout ce qu'on a fait, on se rend compte que le pic d'embouteillage n'est pas à 16h30 et plutôt à 17h30, qu'est-ce que l'on fait? Avec les données réelles, on corrige. Et c'est ce qu'on appelle rendre des équations robustes. Ouais. D'accord. Alors, c'est beaucoup plus concret. J'espère que les auditeurs nous écoutent pour dire que, en fait, le concept de modélisation mathématique sert à résoudre des problèmes dans tous les domaines, en tout cas, des problèmes liés aux sciences humaines, des problèmes sociétaux, des problèmes au quotidien. Alors, c'est un modèle qui est dans les mains des mathématiciens, c'est enseigné par les mathématiciens, et on sait que la communauté des mathématiciens est très réduite aujourd'hui dans la société. Alors, est-ce que vous formez? Est-ce que vous formez pour élargir ce concept qui doivent être imprégnés de ce modèle et ce modèle doit être, disons, éduqué, doit être transmis aux populations pour qu'on sache exactement ce qu'il faut faire lors des grandes décisions qui peuvent impacter ou nuire à la société. Est-ce que vous formez? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple des doctorats, on en a. Par exemple, j'ai formé un étudiant qui a soutenu sa thèse il y a 2 ans, qui travaille vraiment sur la modélisation mathématique, même dans le cas spécifique avec des applications dans le cas d'épidémie, qui a d'ailleurs déjà été recruté à l'Université des sciences et techniques. On continue de former, il y a plein de laboratoires, vous savez, on n'en parle pas beaucoup, et d'ailleurs voilà pourquoi je remerciais Radio Gabon au début de l'émission, parce qu'on ne parle pas souvent de ce qu'on fait, c'est vraiment malheureux. En fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, heureusement, merci, on croit éco-sciences. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on a déjà des formations doctorales à l'université qui nous permettent d'avoir des docteurs et donc d'avoir des laboratoires beaucoup plus robustes maintenant. Il faut se dire qu'il y a quelques années, on avait des laboratoires à l'échelle de 3, 4, 5 chercheurs. Aujourd'hui, heureusement pour nous, on a des laboratoires qui commencent à avoir une dizaine, une quinzaine de chercheurs. Donc ça fait qu'avec la masse critique, on commence à attaquer des phénomènes qui, il y a très longtemps, on ne pouvait pas, parce que le manque de personnel, le manque d'équipes de recherche solides pour pouvoir attaquer ce genre de discipline. Il faut dire qu'avec les nombreuses collaborations qui existent maintenant entre les mathématiques et les autres disciplines, en physique, en biologie, même dans le domaine de la médecine, on commence à avoir des équipes qui sont très pluridisciplinaires et donc qui se permettent des petits échanges dans les données, même dans les techniques. Vous parlez d'un laboratoire, l'AREMA, qui est aujourd'hui installé à l'ENS. Et quelle est la qualité des travaux liés au domaine de la modélisation mathématique qui se font? D'accord. Alors, il faut dire qu'à l'échelle de l'AREMA, le LAREMA, aujourd'hui, c'est un laboratoire de recherche de mathématiques, mais qui a beaucoup d'interactions avec les autres laboratoires qui sont sur le territoire gabonais. D'ailleurs, vous l'avez souligné au tout début, je suis enseignant permanent à l'ENS et j'interviens à l'USTM. Donc, on a beaucoup d'interactions avec l'USTM et avec des thématiques qui sont communes. D'ailleurs, la majorité des étudiants que nous encadrons actuellement sont inscrits à l'Université des sciences et techniques de Moscou. Donc, c'est vraiment une symbiose dans les échanges et dans les techniques.
Donc, on se revoit à la deuxième partie d'Éco-sciences. À nous revoir tout à l'heure. Vous êtes sur votre deuxième partie de l'émission Éco-sciences sur Radio Gabon. Alors, on traite du problème de la modélisation mathématique, qui est un concept très peu connu. Aujourd'hui, on est avec le professeur Pandami Armel Ovono, qui est enseignant-chercheur et maître de conférence CAMES à l'École normale supérieure et intervient aussi à l'Université des sciences techniques de Massoukou. Alors, la deuxième partie consiste à notre rubrique qui est présentée par la Miss Tourisme 2024, deuxième dauphine, Bombo Lorraine, qui va nous parler des virus. Alors, les virus, c'est quoi? Comment fonctionnent-ils et comment les éviter? Du latin virus, signifiant poison, venin, le virus est un agent infectieux qui dépend d'une cellule hôte. Il s'agit en fait d'un parasite. Ce sont des eucaryotes, c'est-à-dire des organismes dépourvus de noyaux, d'organismes et de métabolisme, mais qui ont la capacité d'utiliser leur ADN et leur ARN pour capter d'autres cellules et les détruire. On les retrouve partout sur Terre, de la glace, dans les fonds marins, le sable, mais surtout dans l'air que nous respirons. Les virus sont omniprésents et font partie de nos vies. Alors, si leur isolation et compréhension sont récentes dans l'histoire, nous pouvons dire que les virus et leurs effets ont toujours fait partie de la vie des hommes. Depuis l'Antiquité, avant ça même depuis l'époque pharaonique, les virus ont attaqué les humains à travers certaines maladies telles que la variole, la rage ou bien la fièvre jaune. Il aura fallu attendre la fin du 19e siècle avec des scientifiques tels que Roche ou bien Louis Pasteur afin de les isoler et de mieux présenter leur structure et de savoir comment ils fonctionnent et les définir en tant qu'êtres vivants. Mais rappelons qu'aujourd'hui, la nature vivante ou non du virus est un débat scientifique. Pourquoi? Parce qu'un être vivant, c'est un être qui se nourrit, qui vit, se reproduit et assure son propre métabolisme, alors que le virus, lui, ne fait que se reproduire. Alors, on les considère comme étant des organismes appartenant à une zone grise. Alors, ceci étant dit, comment les virus fonctionnent? D'abord, comment est-il transmis? Il existe plusieurs façons pour un virus de s'attaquer à l'homme. D'abord par inhalation, tel qu'on l'a vu avec le coronavirus ou bien la grippe, par voie sexuelle avec le VIH/SIDA, par ingestion, tel qu'on peut l'observer avec l'hépatite B, par morsure d'insectes avec le chikungunya, ou bien par voie congénitale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, tel qu'on peut le constater avec la rubéole. Comment fonctionne-t-il dans l'organisme humain? Avant tout, il est nécessaire de présenter d'abord sa structure. De manière générale, les virus sont globuleux. Ils sont entourés d'une membrane que l'on appelle l'enveloppe protéique, d'une capside à l'intérieur, d'une autre enveloppe intérieure, et au milieu, on trouve l'ARN ou l'ADN. Disons que pour qu'un virus attaque un être humain, il faut qu'il y ait une certaine compatibilité, c'est-à-dire une sensibilité, une permissivité. Plus précisément, la cellule hôte doit avoir une membrane protéique capable de reconnaître les récepteurs sensibles du virus, d'une part, et d'autre part, à l'intérieur de la cellule hôte, celle-ci doit avoir une structure capable de permettre au virus de se reproduire à travers l'insertion de son ADN. Donc, une fois dans l'organisme, les virus ont deux phases dans leur cycle de vie. Premièrement, la phase extracellulaire. À ce niveau, il n'existe qu'à travers une particule, ce qu'on appelle la particule virale. À l'intérieur, on peut retrouver dans le noyau l'ARN et l'ADN. Et il y a ensuite la partie intracellulaire. À ce niveau, le virus a déjà pénétré la cellule à l'intérieur, en forçant l'enveloppe protéique. Il libère son ADN et son ARN qui constituent le code génétique contenant l'information nécessaire à la réplication du virus. Une fois ceci étant à ce niveau, le matériel génétique du virus prend le contrôle de la cellule hôte et l'oblige à répliquer son virus. Ce qui fait qu'à l'issue de cela, la cellule hôte va mourir et les virions vont être libérés et c'est ainsi que le virus se propage dans l'organisme et plus tard permet les premiers signes de la maladie de se faire voir. Enfin, les virus ont un champ d'action plus vaste qu'on ne le pense. Généralement, on pense que le virus ne s'attaque aux hommes, mais non, il s'attaque aussi à des bactéries, on les appelle des bactériophages dans ce cas. Il s'attaque aussi à des mycètes, donc les champignons, on les appelle des mycovirus. Il s'attaque aussi à des plantes. Alors, comment prévenir les virus?
hormis les gestes quotidiens de laver les mains avant de manger ou bien de laver les aliments avant la consommation, pour se prémunir des maladies virales, on utilise aussi le virus d'une manière positive en fait, pour créer les vaccins à ARN messager. Effectivement, vous parlez de ARN messager qui est une molécule génétique, il faut le dire comme ça. Vous parlez des vaccins, tout simplement pour dire que bon, il arrive qu'on prend cet ARN messager qui va servir d'élément moteur du vaccin, qui va être inoculé dans la cellule, mais de manière inoffensive, et cet ARN messager du virus va produire les protéines virales via les cellules, voilà, et donc ces protéines virales vont alerter notre système immunitaire, il faut le dire comme ça, et notre système immunitaire justement va agir de sorte à attaquer les cellules qui produisent des protéines virales inoffensives. Alors cela aura pour conséquence la production des lymphocytes de mémoire, c'est-à-dire les cellules immunitaires mémoire, justement, qui font tout le rôle du vaccin. C'est-à-dire, effectivement, on aura un système immunitaire averti, désormais, et c'est l'un des gros avantages que peut avoir le virus ou les virus en dehors d'être des agents pathogènes ou nocifs. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, il y a quelque chose d'autre qu'on peut dire sur les virus. Bien, c'est tellement large que, bon... Ce que l'on peut dire sur les virus au niveau de la prévention. On a bien vu que l'ARNM a été utilisé pour créer un vaccin anti-coronavirus. Donc je pense que ça a énormément de perspectives dans ce sens, parce que n'oublions pas qu'il y a énormément de maladies virales qui n'ont pas encore trouvé des remèdes. Donc bien employé dans les laboratoires, je pense que le virus peut être pris de manière positive en fait. Alors, merci pour votre rubrique Écosciences sur les virus. Peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Alors, nous restons avec le professeur Amel Andani, pour vos noms. Professeur, vous avez plusieurs distinctions, et là, c'est à féliciter à l'international. Et on va un tout petit peu parler de ces distinctions et surtout la qualité des travaux qui ont sanctionné ces distinctions. Alors, si on restait déjà, on voit bien que vous êtes membre du Centre international des mathématiques pures et appliquées. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez, de la qualité de vos interventions, de votre collaboration en 2016 au Kenya, Oui, alors donc en 2016 au Kenya, j'ai eu le prix qu'on appelle le prix Philippe Curtis, qui est décerné par la London Mathematics Society, le londonienne, mais qui est remis par l'université de Nairobi au Kenya. Et donc j'ai eu le prix au travail joint, c'était vraiment en 2016. Ensuite, je suis membre du CINPA. Le CINPA, c'est le Centre international de mathématiques pures appliquées. Donc, c'est un centre qui fait la production, on va dire, des mathématiques internationales. Très bien connu des mathématiciens. Et pour être membre, c'est assez sélectif. Oui, ça se comprend bien. C'est pourquoi c'est vraiment à honorer. Et vous nous parlez aussi de votre participation au congrès à Brazzaville. Oui, de manière générale, je participe comme tout chercheur un peu à des congrès, sauf qu'il y a des congrès qui sont des congrès qui sont très distinctifs parce que on suit à une invitation, notamment à l'ICM, International Congress of Mathematicians. C'est lors de ce congrès que sont remis les médailles Fields. Donc les médailles Fields pour le commun des Gabonais, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Vous savez qu'il n'y a pas un prix Nobel de mathématiques, l'équivalent c'est ce qu'on appelle la médaille Fields. Voilà, donc j'ai participé à ce congrès en 2014 à Séoul, en 2018 à Rio de Janeiro au Brésil. Malheureusement en 2022 c'était prévu pour Saint-Pétersbourg en Russie, et avec la guerre on n'a pas pu participer. Donc la prochaine édition, j'espère être sélectionné, c'est pour 2026 aux États-Unis. D'accord. Alors professeur, on revient sur la modélisation mathématique. Alors, quel est l'avenir de la modélisation mathématique au Gabon? Vous qui êtes un expert dans ce domaine. Alors, il y a un très bel exemple que votre chroniqueuse a pris, qui est celui des virus, et on est en train de commencer une thèse justement sur la modélisation de la transmission de l'hépatite au Gabon. On a quelques données qui me permettent d'en parler, en supposant que ça reste confidentiel en griffe. Voilà, je permets d'en parler. On a un étudiant déjà en thèse dessus, on a des équipes qui sont là, qui sont déjà venues sur place au Gabon pour qu'on en discute un peu, et qui sont venus plus expérimentés dans le domaine. Et on est en train d'essayer de mettre en place ce genre de modèle pour pouvoir aider à la décision qu'on est en train de faire, liée à la prévention et à la décision. D'accord. Alors, vous êtes un modèle, vous êtes une référence. Si aujourd'hui vous devez
porter une parole pour la jeunesse qui vous écoute en tant que chercheur, en tant que mathématicien, en tant que citoyen. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette jeunesse qui vous écoute aujourd'hui, notamment sur ce que vous faites et par exemple, puisqu'on parle de modélisation mathématique? Alors, première chose, déjà, vous comprenez, en tant que mathématicien, j'encourage beaucoup plus de Gabonais à faire des sciences, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, tout le monde a compris que faire des mathématiques aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, mais c'est presque un devoir pour les grandes nations, parce que technologiquement, faire de la haute technologie, vous avez vu avec l'avènement de l'intelligence artificielle, donc il y a du codage numérique derrière, il y a des ordinateurs derrière, et quand il y a des ordinateurs, il y a nécessairement des logiciels, il y a nécessairement des algorithmes, et donc il y a beaucoup de mathématiques. Donc aujourd'hui, vous avez compris, même dans la construction des drones, pour ne pas parler des guerres actuelles, vous comprenez qu'il faut avoir de très bons mathématiciens et de très très bons labos de mathématiques pour pouvoir concevoir, parce que vous comprenez que les enjeux de la modélisation mathématique, ils sont aussi financiers. J'ai peut-être oublié de le dire, mais par exemple en chimie, vous savez, lorsque vous faites des modèles mathématiques en chimie, ça vous permet de ne pas reproduire la même expérience. Un exemple, pour faire simple, alors vous mettez en laboratoire et puis vous reproduisez, vous faites une expérience. Quand vous faites cette expérience, il y a un coût, parce qu'il y a le matériel qu'on a acheté. Et vous vous rendez compte que c'est peut-être pas le bon dosage. Donc vous reprenez un autre pour le refaire. Alors que si c'est modélisé, ce que vous faites, c'est que vous n'avez pas besoin de continuer de le faire. Vous le faites du point de vue numérique. Pour avoir un résultat qui est très proche de celui que vous cherchez. Et donc vous savez même par l'avance quel type de quantité et quelle quantité il faut utiliser. Donc vous gagnez de l'argent et vous gagnez surtout du temps. D'accord. Surtout du temps. Alors c'est très important de le comprendre pour dire que Ecosciences est là pour encourager cette initiative et donc que les partenaires, que toutes les personnes qui peuvent encourager les initiatives, notamment dans les laboratoires de recherche, le fassent, et que c'est très important, comme le disait le professeur, aujourd'hui, que la science c'est vraiment l'avenir. Il faut vraiment encourager toute initiative qui va dans la recherche scientifique pour pouvoir résoudre les problèmes de société, parce que en réalité, une société fonctionne mieux lorsque elle est mieux structurée et lorsqu'on arrive à mieux résoudre ces problèmes. Alors, votre mot de fin, professeur? Alors déjà, je vais encore remercier non seulement ADEO, mais l'émission Ecosciences, parce que je vais vous faire une confidence. C'est peut-être la première fois que j'ai l'opportunité de parler de ce que je fais ici au Gabon. Et je peux vous dire que je suis à l'université de 15 ans. C'est la première fois que j'ai l'opportunité, excepté les écoles qui sont organisées de mathématiques. Ici, on organise, comme il y a en 2023, de mathématiques et développement durable. C'est vraiment la première fois que j'ai l'opportunité de parler de ce que je fais. Et je pense qu'il faudrait vraiment que vous continuiez. Vraiment, je suis très ému de savoir qu'il y a ce genre d'émissions qui sont naissantes. Et surtout, vous savez, le problème, c'est toujours la durée. C'est vraiment que cette émission perdure et donne l'opportunité à d'autres chercheurs, dans d'autres disciplines, de pouvoir venir parler de ce qu'ils font. Vraiment, je suis très admiratif de ce que vous faites. Et j'espère vraiment que ce sera une émission qui va être sur la durée. D'accord, merci encore. Boumbo Lorraine, vous avez quelque chose à dire par rapport de façon globale? Vous qui êtes gabonaise, avez-vous déjà entendu parler de ce concept par exemple? Modélisation mathématique. Oui, bien sûr, mais je ne savais pas trop c'était quoi. En tout cas, pas avec mon mari dont il est expliqué. Donc voilà. Je trouve que c'est très intéressant vu qu'apparemment les mathématiques sont la base d'un peu de tout. Donc je pense qu'il faut encore plus de publicité sur ça. Et j'aimerais bien que vous reveniez même parler encore de ça, parce qu'on en parle rarement en fait. Quand on parle de science, je pense qu'on parle tous aussi de la biologie, tout ça. C'est vrai que c'est important, mais les mathématiques sont aussi très importantes. On parle tous de l'algorithme, etc. Je pense qu'on ne lit pas forcément ce qu'il y a des mathématiques derrière. D'accord. Donc vous avez tout compris qu'il y a tout un intérêt derrière à parler toujours des sciences, particulièrement des mathématiques. Vous étiez sur Ecosciences, la voix de la science au Gabon et à l'international. À nous revoir très bientôt.